Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence avec l'annonce des nouveaux quotas de pêche qui ont été validés par l'Union européenne ce mercredi. Un nouvel accord pour l'année 2025 qui s'avère plutôt satisfaisant pour nos marins vendéens selon François Blanchet. Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie faisait partie de la délégation vendéenne présente à Bruxelles. Au final, le ministre a réussi à obtenir la rouverture donc, de la pêche au chinchard, qui est fermée depuis 2022 et donc qui va être très très bénéfique pour nos criées. On a obtenu un statu quo sur la civelle, donc c'est-à-dire que rien ne change l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, il faut savoir que la pêche à la civelle, c'est 17 bateaux, donc c'est quelque chose d'important. On a un maintien des quotas sur la sole, sur le bar, sur le merlu et sur le merlan. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles aussi parce que ça ne change pas. On a 2 points d'alerte, un sur le maquereau où on a une baisse d'une trentaine de pourcents. Je suis pas certain que ça impacte trop les ports vendéens parce que on avait un quota qui était élevé, mais voilà, c'était à signaler. Et puis le lieu jaune qui va désormais passer en prise accessoire, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de cibler la pêche, on pourra le pêcher en prise accidentelle, mais on n'aura plus le droit de cibler la pêche. Donc effectivement, deux nouvelles en demi-teinte, mais le reste, ce sont que des bonnes nouvelles. Et c'est rare de dire ça, mais voilà, on revient de Bruxelles plutôt satisfait et on s'en sort plutôt bien cette année. Florence Pinault et elle, vice-présidente du conseil départemental, étaient également sur place. Elle salue la capacité d'adaptation des marins-pêcheurs de Vendée qui ne peuvent que subir la situation. On a de moins en moins de marins-pêcheurs. On a des bateaux qui ont fait du plan de sortie de pêche. Donc, on a aussi moins de bateaux. Et on a la chance dans nos ports vendéens que nos marins s'adaptent. En fait, le marin s'adapte tout le temps par rapport à sa profession, par rapport à ce qu'il peut pêcher dans ses quotas de pêche. Et à cette possibilité-là, enfin, cette obligation-là, plutôt que de subir, eh bien, de s'organiser, de s'adapter à ce qu'il peut aller pêcher et quand est-ce qu'il peut aller pêcher. Et de travailler aussi, bien évidemment, mais ça, ils le font depuis très longtemps, sur la qualité du poisson. On a la chance aujourd'hui, en Vendée, mais sur le littoral en général, d'avoir un poisson qui est de très très bonne qualité. On poursuit ce récap avec la présentation du bilan 2024 de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Résultat des courses, une fréquentation moyenne en baisse. La faute notamment à une météo capricieuse, surtout cet été. Mais un rayon de soleil, le Vendée Globe, est venu atténuer cette année maussade. On parle d'une fréquentation en baisse de 7% sur le territoire, mais avec une optimisation des tarifs, alors peut-être une tarification dynamique ou alors un remplissage supérieur pour septembre qui a été très bon. Et aussi avec le seul rayon de soleil qu'on a eu, le Vendée Globe, de la saison qui a bien clôturé la saison, on peut estimer que le chiffre d'affaires sera inférieur à l'année dernière, mais supérieur à au moins 7% de fréquentation. Il faut que chaque camping se pose la question de la différenciation. Chacun doit personnaliser un petit peu sa structure pour trouver sa clientèle. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressemble plus à un camping 4 étoiles qu'un autre camping 4 étoiles? Des toboggans, etc. Il a bien insisté sur le fait qu'il faut se différencier, c'est une certitude, et faire en sorte que le client vienne chez soi pour vivre une expérience. On a bien compris que le waouh doit fonctionner avec les clients et je pense qu'aujourd'hui, il faut y travailler. Les professionnels du secteur ont donc maintenant l'hiver pour mettre en place leur future stratégie commerciale et trouver des idées pour coller aux nouvelles attentes des touristes. Alors les attentes, oui, ont beaucoup glissé au cours des 30 dernières années. Et c'est là qu'on voit justement cette capacité à évoluer qui nous a été bénéfique puisque l'activité de la profession a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années. On est le mode d'hébergement qui accueille le plus de personnes parmi les hôtels, les villages de vacances et les résidences de tourisme qui ont capté le plus de nouvelles clientèles depuis 25 ans. Parce que justement, les attentes des clientèles historiques, mais également des nouvelles clientèles qui fréquentent les campings. Car finalement, le tour de force de notre profession, c'est d'avoir pu garder au cours de cette évolution très importante qu'on a connue depuis 30 ans, d'avoir gardé les clientèles historiques, mais également d'avoir capté de nouvelles clientèles qui, il y a 40 ans, n'auraient jamais mis les pieds dans un camping. La renommée du Vendée Globe va bien au-delà des frontières de la Vendée. En voici encore un exemple. Au Bénin, le centre périscolaire La Bambinerie, situé dans la ville de Cotonou, propose à ses enfants de suivre quotidiennement l'actualité du Vendée Globe. Un projet initié par Maxime, un sablé expatrié qui a créé le tout premier centre périscolaire de la ville. Nous avons pu le joindre en début de semaine. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler du Vendée Globe? Non. Non. Non, qu'est-ce que c'est? Bravo.
avant le départ du Vendée Globe, donc le dimanche matin, chaque enfant, du coup, a confectionné un petit bateau, comme vous voyez ceux qui sont là, par exemple, et donc, du coup, a choisi le skipper qu'il voulait suivre. Donc, à partir de là, quand le départ a été fait, on est venus tous coller notre petit bateau. Et dès le lundi qui a suivi, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir le dimanche, pendant la première semaine qui a suivi, chaque jour, quand les enfants arrivaient, s'ils n'avaient pas encore confectionné leur bateau, on les remettait un peu dans le contexte de la création du bateau, de choisir un skipper. On leur montrait un petit peu les vidéos du départ que nous, on avait vues la veille. Et à partir de là, du coup, là, on a, je crois, plus d'une trentaine de bateaux qui sont là. On fait un point, on se réunit là sur la scène où je suis actuellement. On regarde un peu où en sont les bateaux, on regarde quelques vidéos. Donc, on a vraiment pu créer vraiment un concept autour de la course. Par exemple, vous voyez avec la carte qu'il y a derrière, en fait, on aborde aussi d'autres sujets avec les enfants, que ce soit en termes de géographie, ils apprennent, que ce soit au niveau des caps, au niveau de plein de choses. Donc, en fait, on aborde d'autres sujets autres que la course, parce qu'on essaye de faire un suivi quotidien, que ce soit le midi pendant la cantine ou le soir. Et finalement, c'est vraiment chouette, parce qu'on est encore dedans, de pouvoir vraiment au quotidien suivre ça. Quand on va chercher les enfants à l'école, par exemple, c'est les premières questions qu'ils nous posent. J'ai vérifié ce matin avec papa, je suis toujours premier, mon bateau, il avance bien. Donc ça crée vraiment un engouement et ça crée vraiment une discussion et un échange avec les enfants au quotidien. À 24 ans, Matteo Le Calvic fait partie de l'avenir de la voile en Vendée. Ce jeune skipper qui prépare depuis 5 ans un projet de mini-transat a vu son bateau partir en fumée lors d'une course entre les Sables et les Açores cet été. Depuis cet accident, le Sablé a relancé un nouveau projet avec un nouveau navire et il a même déjà gagné une course entre Palma et Melilla. Il cherche désormais des partenaires pour poursuivre sa passion des courses au large. Reportage Louise Yadjé. Les images sont difficiles à revoir pour Matteo, celle de son naufrage sur la Mini Transat cet été à seulement 36 heures de l'arrivée. Au moment où ça explose, c'est une boule de feu et c'est instantané. En quelques secondes, le pont fond. Donc en fait, ça a pris feu à l'intérieur. J'ai fermé la porte en me disant le feu va être contenu dedans et va peut-être s'étouffer de lui-même ou je ne sais pas. Et en 10 secondes, le pont a fondu et les flammes sont sorties par là. Et là, c'est très très rapide, il faut évacuer et on voit que ça part en fumée en quelques secondes, effectivement. Depuis, Matteo travaille sur un nouveau bateau et il est même reparti au large sans attendre entre Palma et Melilla, une course qu'il a gagnée en double avec Arthur Meurice. Ça faisait du bien au moral de remettre un peu de positif dans le projet et maintenant il faut que ça continue. Donc continuer maintenant que je connais le bateau, à le mettre à ma main, faire les petites modifications qui le rendront parfait pour ne pas être embêté en nave. Et puis m'entraîner beaucoup avec en début de saison prochaine, continuer les qualifications et être prêt pour le départ de la Mini Transat en septembre 2025. L'objectif est donc clairement affirmé pour le jeune homme de 24 ans, mais pour l'atteindre, il se concentre à 100% dans la recherche de partenaires. Le but est créer un projet en accord avec ses valeurs. Suite à la perte de mon bateau, j'essaie de travailler avec des associations, notamment Clean Ride, qui organisent des nettoyages du littoral, des collectes de déchets, etc., pour essayer de rectifier le tir de l'impact environnemental de la perte de mon bateau. Et donc voilà, j'essaie de travailler avec des entreprises locales qui sont dans cette démarche RSE avoir un impact positif sur l'environnement local. Matteo espère reprendre les entraînements dans 1 mois, les courses en avril et la Mini Transat en septembre prochain. Après 2 années de compétition récompensée par une médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2022 et une victoire en Coupe du Monde, Chloé Trespeuch s'est lancée dans un nouveau défi, celui de devenir maman pour la première fois. Mais à 30 ans, la snowboardeuse qui partage son temps entre Saint-Jean-de-Mont et Val Thorens n'a pas pour autant abandonné l'entraînement. Alors comment faire pour concilier grossesse et préparation pour les JO 2026 ? Mathis Pires est allé lui poser la question. Chloé Trespeuch également, on l'a vu aujourd'hui, elle a beaucoup de vitesse. Chloé, il faut bien sortir, faire un bon départ. Je suis Chloé Trespeuch, en équipe de France de snowboard cross, double médaillée olympique en 2014 et en 2022. Après une saison 2024 grandement réussie et un globe de cristal entre les mains. Le globe, il sera bien pour Chloé Trespeuch, c'est bien Chloé Trespeuch qui est sacrée. Chloé Trespeuch décide de s'attaquer à un autre défi, celui de la maternité.
Ce globe de cristal, il me faisait rêver depuis des années. Donc c'est quand on est vainqueur de la Coupe du Monde, il y a 14 étapes de Coupe du Monde sur toute la saison. Donc le but, c'est d'être le plus régulière possible. Et je pense que ça m'a permis de laisser plus de place à la possibilité de tomber enceinte parce que j'avais validé ce gros objectif sportif qui me prenait beaucoup d'énergie mentale, physique, toute mon implication. Et du coup, je pense qu'une fois que je l'ai validé, ça a validé le timing et l'arrivée du bébé aussi. Loin des pistes pour terminer sa grossesse, mais pour autant, pas question pour la snowboardeuse de lâcher l'affaire. La future maman continue sa préparation, ralentie certes, mais toujours active. Je reste active tous les jours, je fais encore 2 heures de sport par jour en attaquant ce 8e mois de grossesse. Donc déjà c'est super chouette mentalement parce que c'est ce qui me rend épanouie. Donc si j'avais dû être privée pendant 9 mois de sport, ça aurait été compliqué. Il y a forcément des doutes sur le processus, sur le protocole, sur les sensations que je vais avoir, sur le nombre de semaines qu'il va me falloir pour retrouver vraiment le niveau. Le fait que je continue de rester vraiment active sur cette grossesse, je pense que c'est déjà super important pour faciliter le retour. Chloé Trespeuch essaye de montrer qu'une carrière et une vie de famille est possible et elle compte bien remonter sur sa planche dès avril prochain avec en ligne de mire les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Dans le cadre des 220 ans de sa création, La Roche-sur-Yon vient de lancer une exposition sur sa conception au cœur d'une ville impériale. C'est une exposition au cours de laquelle vous retrouverez entre autres des projets de refonte de la ville qui n'ont jamais été dévoilés ou encore les coulisses de la création de la fameuse statue Napoléon qui trône en cœur de ville. En voici quelques images avec ce reportage de Simon Philippot. Découvrir l'histoire urbanistique de La Roche-sur-Yon, c'est ce que propose cette exposition où l'on retrouve différents plans, croquis, tableaux ou encore maquettes. Une exposition qui se fait sous le regard de celui qui a décidé de la création de la ville. Le seul qui ait pris la décision de transférer le chef-lieu de la Vendée de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon, c'est Napoléon Ier. Alors à partir de là, il s'agissait de construire une ville nouvelle et aussi d'y implanter les grands édifices administratifs et de pouvoir autour de la place Napoléon. La statue équestre que nous découvrons aujourd'hui sous différentes facettes permet de connaître l'évolution justement de l'histoire de la ville de La Roche-sur-Yon. Au fil de leur déambulation, les visiteurs découvrent notamment l'histoire de la place Napoléon et de sa célèbre statue de l'empereur. Une place centrale, lieu de vie, de rassemblement et de pouvoir qui aurait pu être radicalement différente. On a une histoire assez importante pour cette place Napoléon qui commence au 19e siècle. Moi, pour ma part, j'ai eu envie de parler des années 1960, 70, 80, avec en effet les projets les plus fous pour la place Napoléon. Imaginez 2 grandes barres d'immeubles construites en 1972 sur la place, destinées à accueillir des commerces, des services, etc. Imaginez sur la rue Georges Clemenceau des tours mesurant jusqu'à 60 mètres de hauteur. Donc des tas de projets qui finalement traduisent une idée de réinventer la ville, de renouveler la ville, de dynamiser la ville. Et c'est ce qui mène finalement en finalité au projet tel qu'on le connaît de la place Napoléon réalisé en 2013. L'exposition au cœur d'une ville impériale se tient jusqu'au 2 mars prochain dans le cadre des 220 ans de la création de La Roche-sur-Yon par Napoléon Ier. Elle permet aux visiteurs de mieux comprendre la cité dans laquelle ils vivent. Enfin, ce mardi matin avait lieu à Saint-Hilaire-de-Riez un chargement solidaire. Les bénévoles de l'association Nos Mains pour le Togo ont rempli un conteneur humanitaire à destination du port de Lomé. À l'intérieur, des fournitures médicales, scolaires et autres matériels récoltés grâce à la participation des habitants de Saint-Hilaire, mais aussi d'entreprises de la région. L'ensemble est destiné à un nouveau dispensaire. C'est toujours beaucoup d'excitation, beaucoup de travail en amont, beaucoup de stress. Voilà, mais c'est une belle expérience, c'est vraiment un beau challenge aussi. Et puis on sait qu'arriver sur place, ça va bien servir. Voilà, donc l'inauguration du dispensaire aura lieu en premier trimestre 2025. Donc du coup, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, quoi. C'est vraiment notre association met vraiment tout en œuvre pour créer des projets plutôt les uns après les autres et d'aller jusqu'au bout directement. Ce qui fait la force de notre association, en fait, c'est que notre présidente y va 3 à 4 mois par an. Et donc, du coup, elle peut mettre en place les projets directement sur place. C'est la fin de cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.